Merci à vous, merci de l'invitation. Tout d'abord, peut-être préciser que je parle après d'éminents spécialistes de Marx, que je ne suis pas vraiment. Je suis peut-être un spécialiste de la Chine, de son internationalisation à travers le monde. Je travaille actuellement effectivement sur la présence chinoise en Afrique, notamment. Et Marx, c'était un peu des souvenirs. J'ai essayé d'argumenter comme ça avec Hugues mais il m'a dit non, je suis sûr que tu arriveras à faire quelque chose de très bien. Le marxiste est né avec. Bref. Soyez un peu compatissants pour mes connaissances sur le marxisme. Et puis, effectivement, ce que je vais essayer de faire, c'est surtout de montrer les stratégies mises en place par le gouvernement chinois dans cette période d'ouverture au capitalisme mondial. Alors peut-être pour commencer, il me semblait que c'était intéressant de souligner finalement la diversité des positionnements de la Chine au niveau international et au niveau, en termes de production capitaliste. D'abord par certains aspects, ça reste un pays qui ne fait que vendre sa force de travail à des détenteurs internationaux de forces de production, de modes de production. C'est toute la dimension Chine, atelier du monde, et qui reste quelque chose d'extrêmement important. Il suffit de survoler des villes comme Shenzhen pour se rendre compte à quel point cette dimension-là est présente et reste présente dans l'économie chinoise. Mais l'économie chinoise, c'est aussi ces produits, ces produits qu'on dit parfois bon marché, qui concurrencent d'autres industries, les industries européennes, les industries de l'ancien monde, et qui menacent ces industries-là. La Chine, c'est aussi de plus en plus ce pays qui rachète des entreprises, qui rachètent les fleurons de l'industrie, même l'industrie suisse. Les couteaux suisses ne sont plus suisses et les Volvo ne sont plus scandinaves. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là aussi qui montre effectivement qu'on a un capitalisme chinois qui s'internationalise en Europe et évidemment aussi dans les périphéries comme l'Afrique, où la Chine reproduit finalement le positionnement, ou contribue à reproduire le positionnement de l'Afrique dans la division internationale du travail comme exportatrice essentiellement de matières premières. Donc pour essayer de comprendre ces différents éléments, ces différents positionnements finalement de la Chine dans la division internationale du travail, je vous propose d'essayer de le comprendre au travers finalement de la mise en exergue de deux stratégies mises en place par le gouvernement chinois depuis le début des réformes. La première stratégie, ce que j'appellerais la stratégie du cheap labor, pour parler français, et finalement tout ce qui a été mis en place pour favoriser l'utilisation de la main-d'œuvre bon marché en Chine par des entreprises internationales. Et la deuxième dimension sur laquelle j'ai souligné, c'est toute la stratégie de rattrapage. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qu'a mis en place le gouvernement chinois pour rattraper son retard et redevenir une grande puissance, faisant référence, quand j'aborderai cette question, à ce moment justement dont on a évoqué, je ne sais plus si c'était à la pause ou avant, ce moment d'humiliation, ce moment de mise à genoux de la Chine au moment des guerres de l'opium. Alors commençons par le premier volet de cette stratégie du travail bon marché.
qui se met en place à travers la construction physique de zones économiques spéciales. Ces zones économiques spéciales permettent l'exploitation d'un nouveau prolétariat par les propriétaires internationaux des moyens de production et maximisent ainsi leurs profits. Nouveau prolétariat, on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus après, ça n'a rien à voir avec l'ancien prolétariat urbain, un nouveau prolétariat issu de l'exode rural, on aura l'occasion de revenir sur ce point. Ces zones économiques spéciales vont contribuer à l'accroissement des marges de profit des multinationales. Et la hausse des coûts, la hausse de ces profits, très facile de regarder comment finalement cette délocalisation, la montée en puissance de la Chine comme l'atelier du monde, et aussi le moment dans lequel les multinationales ont des taux de profit qui vont en s'accroissant. Mais il est peut-être important de souligner que le début, vraiment le moment où la Chine s'ouvre, au début des années 80, met en place cette stratégie-là. Cette stratégie-là est d'abord pour but de s'inscrire dans un capitalisme asiatique avant de devenir un capitalisme, de s'inscrire plus globalement comme un atelier du monde. D'abord, c'est effectivement l'atelier du Japon, pour le dire de manière un peu caricaturale. C'est important de voir effectivement qu'au moment des années 80, on a toute cette logique de délocalisation intra-asiatique qui s'opère notamment à la suite de la réévaluation du yen qui pousse l'économie japonaise, qui oblige les industries japonaises à se régionaliser, donc à ne plus produire essentiellement au Japon comme elles avaient réussi à le faire jusqu'alors. Et on voit à partir de ce moment-là une multiplication, un renforcement des échanges intra-asiatiques. C'est une période où on analyse souvent ça en termes de régionalisation de l'économie asiatique. C'est plutôt la régionalisation de l'économie japonaise qui s'opère à ce moment-là. Et l'essentiel de ces échanges intra-asiatiques sont effectivement articulés autour du capitalisme japonais. C'est donc dans ce moment-là que la Chine va s'inscrire, va développer ces zones économiques spéciales. Les premières zones économiques spéciales, comme on le voit sur la carte, sont localisées à côté de ces lieux qui ont connu un développement extrêmement rapide dans la deuxième moitié du XXe siècle. Évidemment Hong Kong et Taïwan. Ici le B c'est Macao. Effectivement la puissance industrielle de Macao est un peu moins connue que sa dimension en termes de jeu. Mais le jeu du capitalisme, ce serait une autre fois où je aborderai cette question-là. Dans un deuxième temps, effectivement, vous avez la Chine qui ne va pas simplement produire des biens pour les industries taïwanaises, hongkongaises, à Shenzhen et dans le sud de la Chine, mais ça devient le lieu effectivement de délocalisation de la production pour des grandes entreprises, notamment avec la multiplication des sous-traitants au sud, dans les filières de production. Ce développement du système de cheap labor dans les zones économiques spéciales s'articule avec un exode rural massif qui s'opère essentiellement à partir du début des réformes, mais qui va s'accélérant dans une deuxième partie de ces mêmes réformes à partir des années 2000 notamment.
Hein, et évidemment, c'est des chiffres, évidemment pas d'un grand pays, avec une grosse population, mais c'est des chiffres qui restent très importants. Aujourd'hui, hein, l'exode rural représente 20% de l'ensemble de la population chinoise et 33% de la population d'origine rurale. Donc on n'est pas dans des effets de chiffres qu'on a souvent par rapport à un grand pays très peuplé comme la Chine. Au quotidien, si vous voulez, on le voit même dans les villages chinois où les tranches d'âge qui sont les plus concernées par cette migration ne sont tout simplement plus représentées. Les jeunes, en gros, entre 20 et 35 ans, sont fort peu nombreux dans les villages de Chine. Cette carte permet de montrer où vont ces migrations. Alors, je passe les détails, les petites flèches qui vont dans le sens contraire, etc. Mais on voit bien effectivement les deux pôles hein, de la croissance, de la nouvelle croissance chinoise liée au travail bon marché. C'est évidemment la région du delta de la rivière des Perles au sud de la Chine, hein, autour et inscrit le Guangdong, la province du Guangdong au sud de la Chine, proche de Hong Kong, et puis l'autre pôle de croissance étant la grande région, ou la région du Grand Shanghai, évidemment proche de Shanghai. Ce prolétariat, le nouveau prolétariat chinois, donc, va s'inscrire pour une part relativement importante dans l'industrie, hein, l'industrie de sous-traitance, l'industrie de fabrication de produits d'exportation destinés à l'exportation. Là, on a le chiffre de 30% hein, dans ce secteur-là. Il faut savoir que ce graphique rend compte de l'ensemble de la migration, que la population qui travaille dans les usines est essentiellement féminine. Donc ça représente effectivement une part très importante de la migration féminine d'origine rurale dans les zones économiques spéciales. Bon, ça c'est en plus, c'est une, voilà, c'est une petite photo hein, qui rend compte effectivement de ce que peut être ces usines, l'importance effectivement du travail, de la main-d'œuvre dans ce genre de structure. Et peut-être avant, c'est utile de se rappeler que il y a un endroit où le capitalisme produit encore des biens avec des personnes derrière. Même si ce n'est plus chez nous, c'est peut-être ailleurs, il y a encore ce genre de système. Donc tout ça, l'ouverture, zone économique spéciale, ben déjà dans la construction des zones économiques spéciales, hein, on a une intervention de l'État qui favorise évidemment déjà une infrastructure pour construire des usines, mais aussi des taux d'imposition intéressants, etc. Il y a encore un autre élément sur lequel j'aimerais insister, c'est la question du permis de résidence, ou Ruko en chinois, qui fait que ce n'est pas simplement un exode rural, que l'exode rural est finalement encadré par une structure qui maintient les employés, les personnes d'origine rurale dans un statut différent des populations des villes. En Chine, on reste d'origine rurale, même si on habite en ville ou dans une zone urbanisée depuis un certain nombre d'années, même si parfois, même si ses parents habitent dans cette région urbanisée, on reste d'origine rurale, donc on n'est pas urbain et on n'a pas accès à un même genre de système de protection sociale, type d'emploi, etc. Donc ce système finalement de Ruko qui n'avait pas été mis en place pour ça dans un premier temps, mais pour contrôler la mobilité de la main-d'œuvre, enfin la mobilité du contrôle
de la mobilité de la population chinoise, va, dans ce moment particulier des réformes, avoir ce rôle-là, finalement, de maintenir les prix des salaires de ces populations d'origine rurale bas, en maintenant une précarité sur ce type de personnes. Donc aujourd'hui, vous avez encore, même si ces gens résident en ville, ces gens qui ont des permis seulement temporaires de résidence en ville, n'en vont pas toucher les mêmes types d'avantages sociaux, ne pourront être licenciés du jour au lendemain, pourront, en plus de flexibilité, précarité dans leur emploi. Donc aujourd'hui encore, on a continué à utiliser le terme de personnes d'origine rurale, c'est pas pour rien, c'est parce que finalement ça s'appuie sur un statut différent qui ne donne pas les mêmes avantages que les personnes originaires des villes. Donc voilà, donc je reprends un petit peu ce que j'ai déjà raconté, mais ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que ce permis va finalement contribuer à maintenir l'avantage comparatif qu'avait la Chine par rapport à ses salaires bon marché dans une durée un peu plus longue que simplement, on a tous les pays qui s'industrialisent ont connu des exodes ruraux importants, mais les Auvergnats arrivant à Paris deviennent progressivement des Parisiens. En Chine, c'est pas le cas. Pour l'instant, pas le cas. Voilà, ça c'est le premier volet, si on veut, de la stratégie de modernisation de la Chine, où elle s'inscrit dans une division internationale du travail, qu'elle offre du travail, des travailleurs bon marché, et si possible pas trop revendicateurs. Voilà, ça c'est le premier moment, mais en même temps, c'est pas le seul. Et c'est pas seulement le moment, parce qu'au même moment, elle va faire aussi et mettre en place une stratégie véritablement de rattrapage qui renvoie à une vision beaucoup plus interventionniste de l'État durant ce processus-là. En cherchant évidemment à développer ses propres moyens de production et se permettre aussi, effectivement, dans une logique où je le développerai par la suite, beaucoup est permis. En tout cas, on est dans une logique de lutte pour le rattrapage. C'est là qu'il me semble important d'ouvrir un tout petit peu sur une histoire un peu plus longue, que la période exclusivement des réformes, pour revenir finalement sur les premiers moments où la Chine a été forcée de s'insérer dans le système capitalisme marchand. On est un petit peu à la marge. À la fin en 1700, par exemple, début du 19e, ou un peu plus loin. Donc les premières tentatives, évidemment, sont les tentatives qu'on connaît, de cette ambassade de John McCartney pour tenter d'ouvrir l'empire chinois aux produits manufacturés en Angleterre. Donc ça s'opère de manière pacifique à ce moment-là. On tente de le faire, mais finalement ça s'opérera un peu plus tard à travers ce qu'on appelle les guerres de l'opium, où là on a véritablement une soumission de la Chine qui est obligée d'accepter un certain nombre de règles fixées par les vainqueurs, par le vainqueur, les Britanniques, mais après ça s'élargit effectivement à d'autres puissances. Alors ce moment-là, il est perçu comme une humiliation, comme une soumission forcée au capitalisme international.
Et c'est quelque chose qui est ressassé encore aujourd'hui, hein, à travers des séries, à travers des films, etc. etc. Et ça va déclencher assez rapidement, après ce moment-là, une multiplication de stratégies de rattrapage, hein, une volonté de rattrapage à travers différents moments, autant sous l'Empire que plus tard. Donc là, j'ai mis un certain nombre de choses, effectivement, qui me rappellent. Effectivement, les guerres de l'opium obligent la Chine à ouvrir son marché, à accepter accessoirement aussi ce qu'on appelait à l'époque les médicaments occidentaux, c'est-à-dire l'opium, et à s'insérer effectivement dans un système de production capitaliste dominé par l'Angleterre. Alors, il y a un système qui se met en place à ce moment-là, pas entrer dans les détails évidemment maintenant, mais il y a ce marché dont les Anglais rêvaient, hein, et ça c'est des choses qui durent, hein, les rêves du marché chinois. J'ai fait des entretiens d'entrepreneurs encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure, hein, mais là on rêvait déjà effectivement de ce marché, de cette grande population qui pourrait consommer davantage, doubler la production textile produite en Angleterre, simplement en rallongeant un peu les manches des vêtements des Chinois, etc. etc. Hein, et à partir de là, vous avez effectivement un système de bourgeoisie comprador qui se développe et qui sert d'intermédiaire dans des grandes villes comme Shanghai, par exemple. Vous avez très peu de développement industriel en Chine durant toute cette période, à l'exception, comme l'Amérique latine d'ailleurs, un peu dans la même période, des moments où l'Europe s'affaiblit, notamment en raison des guerres, où là, on a un petit développement industriel qui s'opère. Ce qui me semble important de garder en mémoire, hein, c'est vraiment cette violence finalement des premiers contacts avec le capitalisme et qui marque encore, hein, la stratégie finalement que développe aujourd'hui la Chine pour développer ou rattraper son retard dans le domaine du capital. Alors 49, c'est le moment de la révolution communiste, et ça s'inscrit après, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une succession de tentatives modernisatrices. Et puis là, on a une autre stratégie vraiment complètement différente qui se met en place, essayant de se déconnecter, hein, du système économique mondial et de développer par ses propres forces son industrie, avec certes quelques aides soviétiques durant un temps, et puis un peu plus de commerce après avec les pays du troisième monde, comme on le disait à l'époque. 78, le début des réformes, des années 80, hein, et là, on part finalement sur un constat d'échec, hein, de la stratégie de déconnexion, en tout cas de la lenteur de cette stratégie, et puis on va essayer de s'insérer effectivement dans les nouvelles dynamiques, notamment celles qui se développent en Asie à ce moment-là. Mais cette stratégie de rattrapage, hein, c'est pas assez, et c'est souvent la politique d'ouverture, hein, c'est pas une ouverture à tout vent. Hein, c'est une politique qui est pensée et qui est même, par exemple, géographiquement divisée, hein, à l'intérieur de la Chine. Les zones économiques spéciales, c'est dans un certain nombre de lieux, et puis on a les lieux où on avait l'ancienne industrie développée sous la période Mao, et on divise l'espace, hein, on voit assez clairement ces lieux-là,
Hein, tout au nord, vous avez les anciens bastions d'industrie d'État, hein, le nord-est notamment, mais on en trouverait ailleurs, mais ils sont aussi à l'intérieur du pays plutôt. Et puis les zones qu'on ouvre, hein, et dans lesquelles on cherche essentiellement à vendre, à mettre à disposition le travail, c'est les zones en rouge du sud, hein, la delta de la rivière des Perles, ou le Grand Shanghai, très grand Shanghai, en vert clair. Et donc, on ouvre des espaces, effectivement, hein, où on vend son travail, mais on n'ouvre pas tout. On n'ouvre pas tout, et l'accès au marché chinois reste très difficile. Hein. Vous avez qu'à entendre les plaintes des entrepreneurs occidentaux à ce sujet-là. On met en place des systèmes de protectionnisme, qui se mettent en place même d'eux-mêmes, hein, fractionnement du marché en termes de provinces, etc., qui s'articulent sur l'organisation du pouvoir en Chine. Et surtout, on n'ouvre pas n'importe quoi à la concurrence, n'importe quand. La Chine, c'est pas le Burkina Faso. Donc, même si on a des injonctions internationales pour ouvrir, on peut dire qu'on attend un peu. Hein. Et on peut prendre l'exemple des banques, par exemple. Ça fait longtemps que la Chine a signé un accord avec l'OMC de ouvrir ce secteur-là à la concurrence internationale, mais pour l'instant, la Chine ne s'estime pas prête dans ce domaine-là, donc n'ouvre pas ce secteur-là à la concurrence. Dans un domaine un peu plus rigolo, tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, on a une articulation entre protectionnisme, censure, et finalement développement d'entreprises chinoises dans ce domaine-là. Comme tout le monde le sait, il n'y a pas Facebook, c'est horrible en Chine, et puis l'accès à Internet est évidemment contrôlé. Vous n'avez pas WhatsApp, mais vous avez WeChat par exemple, et WeChat c'est à peu près la même chose. En mieux, vous diront les Chinois, mais justement, on voit bien qu'en protégeant le marché, en internalisant WhatsApp, on a permis la construction de ce groupe, hein, qui parle des petits machins, hein, de WeChat à ce moment-là. Donc il y a toute une logique effectivement de protection, dans le cas évidemment des réseaux sociaux, il n'y a pas simplement une logique protectionniste derrière, aussi une logique politique qui s'articule, parce que c'est plus facile de faire pression sur WhatsApp que sur des groupes américains, mais là il y a une logique effectivement d'ouverture progressive du marché en fonction du développement des entreprises à l'intérieur de la Chine. On peut élargir un petit peu encore, hein, dans tout ce qui est la mise en place d'une politique véritablement d'innovation. Il y a plein de domaines, hein. Il y a évidemment soutien à des secteurs, des entreprises particulières, financement aussi d'universités, etc. Mais vous avez aussi dans le même moment finalement une grande tolérance par rapport à l'utilisation du copyright ou au non-respect du copyright, l'empreinte technologie, entre guillemets, etc. etc. Hein, donc on voit bien que ça rentre dans la stratégie. Hein, c'est-à-dire on tolère ce genre de choses-là parce que ça permet le développement des forces productives à l'intérieur du pays. Hein, donc il y avait véritablement effectivement une stratégie de rattrapage qui est mise en place avec une vision effectivement de lutte. Hein, on doit lutter, c'est pas simplement le développement du capitalisme qui va faire que la Chine va s'enrichir. Hein, le
gouvernement chinois pense effectivement qu'il faut mettre en place des protections, mettre en place une stratégie pour permettre le développement du capitalisme. C'est pas le résultat naturel de l'extension du capitalisme. Donc il faut lutter effectivement pour sortir de sa position de domination à travers une politique véritablement de l'État pour conduire ces modernisations. Donc voilà, c'est à peu près, je suis dans les temps, mais maintenant on va passer à la partie un peu plus récréative, ça c'est la deuxième dimension. Marx est aussi encore évidemment utilisé, j'aurais pu parler que de ça, hein, que de ces sujets-là, ça reste une source d'inspiration, pas seulement pour les dirigeants chinois qui ont une espèce de vision beaucoup plus en termes de lutte, hein, du développement économique. À l'intérieur du pays, vous avez les mouvements intellectuels qui relisent Marx, qui utilisent Marx effectivement dans une critique contemporaine de la société chinoise. À un autre moment, vous avez eu les ouvriers des entreprises d'État, qui sont en l'occurrence l'ancien prolétariat chinois, qui ont utilisé dans leurs revendications des références explicites, si ce n'est à Marx directement, en tout cas au discours d'inspiration marxiste développé par le régime durant la révolution culturelle. Et puis, plus surprenant, effectivement, vous avez un certain nombre de jeunes qui, dont on va voir une petite vidéo tout de suite, qui reprennent cette idée de Marx pour critiquer le régime actuel. Donc le mécanisme est le même que celui des ouvriers d'État. Hein. Finalement, on va utiliser ce qui fait partie de l'idéologie officielle, des éléments qu'on peut rattacher à l'idéologie officielle, au discours officiel, pour critiquer la société dans laquelle on vit. Alors là, c'est... Et et voilà. Donc là, si ça vous intéresse de lire les paroles, je disais, qui ont été traduites, des reprises, ça montre un petit peu effectivement cette réutilisation d'un discours dans le cadre d'une critique sociale. Voilà. C'est juste c'est diffusé
diffusées, c'est quoi? C'est des vidéos YouTube Ça, c'est des vidéos, mais elles ont été très diffusées. Celle-là, elle a été vraiment reprise, il y a eu multiples articles autour de ça. Je ne peux pas vous dire à quel point ça représente un courant important ou pas, probablement pas forcément, quoi. Mais voilà, c'était l'opportunité aussi de conclure sur une petite note de la réutilisation de Marx aujourd'hui dans le contexte chinois. Mais effectivement, là, ce que moi j'en ai connu, c'est effectivement une vidéo qui est passée sur YouTube, l'équivalent chinois de YouTube. Voilà. Donc la phrase là, les dirigeants parlent de l'utopie, mais pas de la dynastie, c'est un truc qui passe aujourd'hui dans l'espace public chinois. Ouais, probablement. Pour l'instant, ça inquiète véritablement les autorités chinoises. Non, mais il n'y a pas de sens, ça n'a pas été censuré. A priori, ça n'a pas été censuré, d'après ce que moi j'en sais. Peut-être que c'est... la Chine est un espace de liberté. Hein. Non, mais c'est pas... c'est dire, c'est évident, mais moi je ne vais pas aborder ces questions, mais c'est évident que depuis l'arrivée au pouvoir du dernier président de Xi Jinping, que le contrôle sur la population ne cesse de se renforcer, que ces espaces d'autonomie, avant l'arrivée de Xi Jinping, étaient clairement tolérés, quoi. On s'en fichait de ce genre de choses-là, mais en tout cas à la fin. Mais qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ma réponse est la plus modérée. Quoi. Je ne suis pas absolument certain que ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème aussi. Il n'y a pas de problème là. Il y a beaucoup de livres sur ça pour les jeunes à Chine maintenant. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc vous avez la réponse. Et dans de très nombreux domaines, la répression est beaucoup plus violente actuellement. La gestion d'Internet, etc., qu'il y a une dizaine d'années. Ça, c'est clair. Donc, tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, la discussion.
l'usine, effectivement, parce qu'il y avait simplement beaucoup trop de gens pour pas assez de travail effectif à faire. Hein. Donc ça, c'est logique d'une entreprise d'État qui sont restés inchangés quand même jusque à la fin des années, en tout cas au 1993, on peut dire. Voilà, hein. C'est là où on commence à se soucier de la réforme des entreprises d'État. Et donc, à accroître aussi la pression sur le travail dans ces lieux-là. Puisque dans ces lieux-là, c'est aussi des lieux qui ont permis, pas forcément de manière délibérée, pas toujours, d'articuler travail et famille, de permettre ce genre de choses-là, parce que c'était des lieux fermés, des lieux où le lieu de production, le lieu de résidence était à côté, etc. etc. Donc tout ça, ça a développé un certain nombre de choses qui ne sont pas inintéressantes en soi. En ce qui concerne l'autre prolétariat urbain, l'autre prolétariat, donc ces personnes d'origine des campagnes qui vont travailler dans les usines de produits d'exportation, à l'évidence, on n'est pas dans le même type de rapport. Là, on a plutôt des personnes qui courent pour aller aux toilettes pour ne pas perdre une heure de travail, qui n'ont pas assez de temps pour manger à midi parce qu'il y a de la queue, et puis si elles mettent plus que 30 minutes, je ne sais pas si j'utilise le féminin parce que c'est essentiellement des femmes qui y travaillent, elles vont perdre une heure de travail, etc., etc. Donc des conditions de travail qui sont extrêmement dures. Faut savoir que pendant toute une période, c'est un petit peu en train de se terminer maintenant, mais c'était vraiment le paradis de l'entrepreneur là-bas. Enfin, c'est-à-dire qu'on pouvait faire tourner la main-d'œuvre. Hein. Donc on ne gardait pas les gens trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ils commencent à revendiquer, c'est gênant, quoi. Et donc on pouvait faire tourner les gens. Donc, on faisait tourner du turnover de personnel, ce qui fait que de toute manière, c'était non qualifié comme travail, ben, on pouvait les garder une année, 2 ans, on les change, on en prend d'autres, et puis ces personnes vont dans une autre usine après, etc. Donc là, effectivement, la pression sur le travail est énorme, hein, et les manières les contrôles sur ces personnes on les a souvent comparés à des systèmes militaires. C'est vrai qu'une partie des personnes qui encadraient dans ces usines étaient des gens, notamment les personnes d'origine de Taïwan, étaient d'anciens militaires, etc. Donc, oui, celle-là, c'est des conditions de travail extrêmement dures, avec des très longues journées de travail, puisqu'il faut répondre aux commandes internationales, hein, les périodes où on doit livrer les produits sont des périodes où on peut travailler largement au-dessus des standards, 12, 14 heures par jour et 7 jours par semaine, avec des heures qui sont payées heures supplémentaires. C'est souvent un des cœurs des conflits qui peuvent se développer dans ces lieux-là, c'est de savoir si c'est payé comme heure supplémentaire ou pas comme heure supplémentaire, etc. Donc oui, on a des conditions de travail qui n'ont absolument rien à voir, évidemment, là-dedans. Aujourd'hui, on a un petit peu moins de main-d'œuvre disponible, comme ça, donc on doit commencer à se soucier un peu plus de ses employés, on peut moins jouer avec le turnover comme ça, de personnel. On doit aussi élargir le temps pour le travail à l'usine. Hein, parce qu'avant, ces jeunes femmes, elles travaillaient, mettons, de 18 à 30 ans. Quoi. Après, un chef d'entreprise m'a dit après, il commence à ralentir. Hélas, j'ai ralenti depuis trop longtemps, mais donc maintenant on ne peut plus. Si on prend que cette main d'œuvre là, enfin que cette tranche là, on n'a plus assez. Donc on doit élargir. Donc on doit aussi
commencer à se soucier parce que l'avantage, c'est qu'avant 30 ans, ce sont des femmes célibataires. Donc on doit gérer des familles, on doit gérer des femmes avec des enfants, etc., etc. Donc ça fait que les rapports de travail évoluent, effectivement. Il y a aussi un certain nombre d'améliorations dans les conditions de travail qui sont notamment la mise en place d'un salaire minimum, etc., d'une assurance de base, assurance accident, etc. Donc, comme actuellement la Chine essaie de se dégager de sa dépendance aux exportations et à créer plus de consommateurs au niveau national, on doit mieux gérer cette population-là, mieux la payer pour qu'ils puissent consommer. C'est toujours le même système. Voilà. Alors, Marc-Antoine, merci pour ton exposé qui était aussi intéressant qu'important, dans le sens. Et du coup, je voulais te demander si tu pouvais toutes les grèves à l'échelle de la Chine, donc c'est complètement effarant, parce qu'il y en a, c'est vraiment un continent entier, donc effectivement c'est un territoire très étendu, mais il y en a une quantité absolument astronomique, c'est hyper impressionnant. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce prolétariat qui lutte là? Est-ce que c'est cette force de travail migrante qui en fait, en raison de sa situation critique, ou malgré sa situation critique, arrive quand même à se mobiliser, ou est-ce que c'est plutôt au contraire un prolétariat local déjà ancré, qui n'a pas eu à subir ce processus de migration et qui a du coup peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre, ou est-ce que ça viendrait d'une crise de leur production, un problème autour de leur production, parce qu'il faut inclure des familles entières et non plus des travailleuses isolées, et du coup ça concernerait cette frange-là du prolétariat migrant. Voilà, si tu pouvais donner quelques compléments là-dessus. Volontiers. Alors, globalement, je vais donner le chiffre. La restructuration des entreprises d'État, globalement, c'est de 1995 à 2005, globalement. Hein. Donc, durant cette période-là, l'essentiel de la conflictualité, c'est les anciens ouvriers d'État qui se mobilisent en mettant en avant, effectivement, des répertoires contestataires issus du marxisme ou du maoïsme. Hein. Donc nous sommes à l'avant-garde du prolétariat, etc., etc. Hein, ce genre de choses-là, très encadré quand même. Ça, je pense, d'une manière générale, cette multiplication des conflits qu'il y a en Chine, effectivement, doivent se faire dans un cadre très restrictif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de diffusion des conflits, de sectorisation de la contestation. Il faut que ça soit, pour être toléré, c'est des manifestations qui sont des manifestations des employés d'une usine. Alors, on revendique pour quelque chose de spécifique. Ça, c'est vrai pour les employés d'État dans les années 2000, c'est aussi vrai aujourd'hui. Hein, pour revendiquer quelque chose, on revendique le non-respect du versement de son salaire. Hein, voilà, on ne va pas être l'ensemble des travailleurs de la construction qui manifestent pour avoir moins de temps de travail. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas encore. Parce que c'est pas possible et on casse. On casse, bon, il y a quand même un pouvoir policier derrière qui empêche justement, quand c'est dans la revendication de droits qui devraient être garantis, c'est toléré. Un employeur devrait payer le salaire. S'il ne paye pas le salaire à ses employés, ce qui a été le cas par exemple dans la construction de notre période, on a le droit de revendiquer. D'ailleurs, on a institutionnalisé des lieux de dépôt de plainte pour ce genre de choses. Donc on aimerait mieux qu'il fasse des dépôts de plainte
dans l'ordre et la discipline sans forcément se mettre en nombre, mais là, ils jouent sur les deux. Hein. Ils jouent en même temps, on joue sur le nombre, mais en même temps, on est dans un dépôt de plainte. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui s'opère. Après, vous avez ça dans différents secteurs. Hein. Aujourd'hui, c'est difficile de dire. Hein. En plus, ces cartes, évidemment, elles ont souvent tendance à répertorier plus que ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est-à-dire des petits conflits, on va quand même les répertorier. C'est pas qu'ils n'existent pas, mais c'est qu'ils sont peut-être même pas visibles. Et puis vous avez, dans le cas de fermeture d'usines, par exemple, mais actuellement tous les différents types de prolétariat se mobilisent. Quoi. Et même des indépendants, par exemple, les chauffeurs de taxi ont été souvent à l'origine de mobilisations assez spectaculaires parce qu'elles bloquent tout le trafic. Donc on en parle aussi, elles sont visibles. Donc là, il y a maintenant, on ne peut plus dire c'est tel type de profil qui se mobilise, et c'est seulement ceux-là. Il peut y avoir de tout. Encore quelques entreprises d'État qui survivent et qui peuvent avoir des problèmes de démobilisation, ou bien alors tout le reste de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de syndicat autonome, il n'y a pas d'organisation globale des conflits. Ça reste dans le cadre d'une usine et les revendications. Et sinon, et ce qu'on a souvent vu, c'est la mise en avant des personnes âgées dans la mise en scène des manifestations pour éviter que les jeunes soient pris pour cible. Et très souvent aussi, on cache ou on fait comme s'il n'y avait pas de meneur. Donc par exemple, si on demande, si la municipalité demande une délégation, il n'y a jamais personne qui veut y aller, parce que c'est un piège. Est-ce qu'il y en a qui dégénèrent parfois de ces manifestations, ou ça reste toujours en gros sous contrôle? Ça peut arriver qu'il y ait des manifestations qui génèrent, mais on n'est pas même dans le quotidien je sais pas, de manifestations à Paris. C'est quand même très petit, localisé, etc. Ce qui a souvent été le cas, c'était l'objectif est d'attirer l'attention du pouvoir supérieur. Donc, on est dans une municipalité, on cherche à attirer le regard de la province. Alors, par exemple, on bloque un train. On empêche que le train rapide qui relie, je sais pas, Pékin à Shanghai passe. Voilà, on bloque une route pour créer un événement, si on veut. Donc ça, voilà. Ce genre de dégénéré, oui, mais ça reste quand même très, très cadré, quoi. Ouais. Merci de votre conférence, c'est très intéressant. J'ai une question en continuation à la question de monsieur tout à l'heure, par rapport, on a parlé du prolétariat, on a vu des images qui peuvent rappeler des époques assez lointaines. J'aimerais juste revenir au XXIe siècle et les grandes thématiques à la mode qui sont la robotisation et l'automation et le transfert du coût de la main-d'œuvre au coût du capital. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure la Chine, quel est le degré de robotisation de ces usines et de ces entreprises avec les impacts que ça va avoir, que ça pourra avoir. En Europe, on a une tendance, on a déjà automatisé les industries, on est en train d'automatiser les services. Actuellement, de plus en plus, c'est le grand thème, on va passer à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quel est le degré d'automatisation en Chine et les impacts pour toutes ces personnes, tous ces salariés, ce qu'on appelle les prolétaires? Alors évidemment, je n'ai pas de chiffres pour répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une stratégie du gouvernement chinois, justement, en montant les coûts de la main-d'œuvre, on essaye déjà, justement, de faire que je sais pas, vos casquettes de baseball, elles sont plus faites en Chine. Elles ont été délocalisées au Bangladesh ou je sais pas où, quoi, au Vietnam. Donc le coût du travail n'est plus si bon marché que ça en Chine. Donc on a déjà une stratégie là de monter en gamme.
il y a vraiment le pouvoir développe beaucoup le soutien à un certain type de secteur pour qu'on ait les... Voilà, c'est plus l'industrie de sweatshirts, quoi. Ça c'est fini, quoi. Ça c'est déjà fini depuis un certain temps. On essaye de gagner des marchés où il y a des marges plus importantes. Après, vous avez des types d'entreprises qui sont toujours très différents. Dans certaines entreprises, vous avez une mécanisation qui est relativement importante. Et puis, vous avez aussi encore des petites entreprises qui se rapprochent plus de l'artisanat industriel qu'une industrie du XXIe siècle. Je pense que ces entreprises-là continuent à exister peut-être pour le marché national. J'ai vu des entreprises de meubles, par exemple, c'était complètement... C'était très archaïque, entre guillemets. Enfin, on n'était pas du tout dans quelque chose d'extrêmement moderne en termes de mécanisation. Et dans d'autres, oui, davantage. Évidemment qu'il y aura un impact, c'est bien pour ça que sur la main-d'œuvre, c'est bien pour ça qu'on essaie de recentrer la croissance. Développer les tensions, la diminution de l'abondance du marché, enfin de main-d'œuvre en Chine, elle n'est pas due encore aux baisses démographiques. Elle est due au fait qu'on a mis en place des politiques incroyables de relance économique et de développement des infrastructures à l'intérieur du pays, ce qui fait qu'une partie de la population ne migre plus. Elle est restée dans sa province pour travailler à la construction, je ne sais pas, l'autoroute, du train haute vitesse, etc. Donc c'est... on est déjà en train de construire la phase suivante, quoi, ça c'est sûr. Merci. Comment vous pensez que la Chine va évoluer dans 5 ou 10 années après? Et quels sont ses défis par rapport aux décideurs de masse? You need to speak English. Une jolie question. Dans 5 ou 10 ans... 5 ou 10 ans, oui. Je pense que pour l'instant, on est dans 5 ou 10 ans, on a toujours Xi Jinping à la tête de la Chine. Et donc, à mon avis, sa politique qui vise finalement à mieux contrôler la société, à empêcher le développement de mobilisation sociale, etc. Je pense qu'on sera toujours dans cette logique-là, en tout cas dans 5, après dans 10. Marx en Chine, moi je pense que je ne suis pas sûr que la Chine change si vite. Il y a des tas de choses qui changent très vite en Chine. Je pense que le discours politique ne va pas vraiment être complètement bouleversé dans les 5 prochaines années, quoi. A priori, comme vous le voyez, je vois dans 5 ans encore le même régime en place, quoi. Il n'y aura pas eu de révolution entre deux et un autre régime avec une autre idéologie à la tête de la Chine. Je pense que le marxisme, de manière plus large, la référence à l'idéologie maoïste et marxiste servent actuellement déjà de discours de contestation, continueront à jouer ce rôle-là, quoi, de contestation, parce que c'est très habile, parce que ça permet de critiquer la société, mais en même temps en se mettant dans le cadre de cette société, de ce qui est dans la norme de cette société. On n'est pas on veut pas la démocratie. Ça, c'est très mauvais de vouloir ce genre de choses ou de créer un parti politique. On critique en fonction de l'idéologie qui était et qui reste l'idéologie du pouvoir, le pouvoir lui-même. Donc ça, c'est ce qui est en fait toléré aujourd'hui comme critique, quoi, du système. Voilà. Et puis je pense que d'ici là, la Chine aura racheté de nombreuses horlogeries suisses et la plupart des hôtels suisses seront gérés par les Chinois.
Juste un prolongement avant de vous donner la parole. Quand la Chine offre cette statue de 5,50 m de Mars à la ville de Trèves, ils font quoi? C'est quoi le geste? Ouais, c'est un petit peu le côté schizophrène du régime. Ça reste... maintenant, ils ne le mettent plus, mais moi, j'ai vu des fêtes du 1er octobre où sur la place Tiananmen, on mettait le portrait de Marx. À un moment où la Chine était déjà en tout cas pas dans quelque chose qui pouvait se rapprocher d'un marxisme réel, quoi. Enfin, on était déjà un système très, très dur en termes d'exploitation de la main-d'œuvre, etc. Mais en même temps, ça reste partie de l'idéologie, ça reste dans les symboles. Hein. On n'a pas changé le drapeau non plus. Hein. On a toujours des étoiles partout. Enfin, on est encore dans ce système-là. Simplement, il faut bien savoir que pour les Chinois eux-mêmes, se revendiquer du marxisme-léninisme, c'est plutôt une revendication nationaliste que revendiquer effectivement de savoir ce que Marx a raconté, quoi. C'est le nationalisme au cœur de la légitimation du système actuel. Et c'est pour ça aussi, par exemple, la critique de Mao Tse-tung n'a jamais été bien loin. Hein. Il en a quand même fait des purges, etc., des famines organisées, etc. Donc, toutes les responsabilités de Mao Tse-tung par rapport à l'histoire récente chinoise, il y a quand même des choses à dire, quoi. On n'a jamais été vraiment là-dessus, parce qu'on en est resté au fait que c'est Mao Tse-tung, c'est celui qui a permis à la Chine de se mettre debout de nouveau, de conduire cette modernisation, de redonner à la Chine sa force et sa puissance. Et c'est ça, le cœur, finalement, du communisme chinois aujourd'hui, quoi. C'est cette dimension nationaliste qui est derrière. Avec ces trucs qui sont, finalement, la montée du drapeau, le machin, qui restent une espèce de rituel apprécié par une partie de la population, parce que ça leur rappelle leur jeunesse aussi. Mais personne n'y croit. La question qu'on vous pose souvent ici, de se dire « Ah, mais finalement, ils sont encore communistes ou ils sont capitalistes ?» En Chine, ça fait rigoler tout le monde, et puis on vous dit bon, « On a les désavantages des deux systèmes, point final. » Il n'y a pas de... Ouais. On sait ça. On sait, il n'y a pas besoin d'en parler. Oui, bonjour. Vous avez déjà répondu en partie à ma question, en fait, parce que j'avais cette question en tête. Effectivement, on a des messages contradictoires ici qui viennent de la Chine. À la fois, c'est un pays qui a un passé communiste, maoïste, qui nous a beaucoup influencé il y a 50 ans. Ensuite, de désillusion, ici, on a abandonné ce combat. En même temps, vous nous avez parlé justement de l'ouverture de la Chine au capitalisme néolibéral, finalement qui sert notre capitalisme à nous. Et voilà, ma question était, qu'est-ce qui reste de l'utopie maoïste? Qu'est-ce qui reste de l'idéologie communiste? Est-ce qu'ils ont pris conscience que le pouvoir économique, que la richesse concentrée en peu de mains, ce qui est notre problème à nous, finalement, un des grands problèmes ici en Occident, est-ce qu'ils ont pris conscience de ça? Est-ce qu'ils anticipent éventuellement une répartition des richesses un peu plus équilibrée que nous le faisons? Ou est-ce qu'ils ne s'en préoccupent pas du tout? Pour cette question-là très précise sur, je veux dire, les droits, enfin, peut-être l'impôt ou une meilleure protection sociale, je sais pas. Qu'est-ce qu'il en est précisément et concrètement
de la politique du comité central chinois. C'est un très bon chiffre. Effectivement, les inégalités sont en forte croissance, en tout cas jusqu'en 2010. On dit seulement les indicateurs, ça peut se discuter, mais enfin, hein, en gros, depuis 2010, globalement, ça descend plutôt. Et une des raisons à cela, on est très haut quand même, hein. Une des raisons à ça, c'est effectivement la mise en place de politiques sociales. Donc ça, c'est une des choses effectivement que le pouvoir actuel a généralisé, a mis en place. Il n'y a plus de système d'assurance maladie dans les campagnes, hein, pendant longtemps. Maintenant, on a réinstallé un système d'assurance maladie pour les paysans un peu minimaliste, mais enfin, c'est beaucoup mieux que rien. Je pense notamment à ça. Et ouais, il y a un certain nombre de politiques qui sont faites pour mieux répartir la croissance à travers les politiques sociales d'une part, et aussi une volonté de mieux répartir sur l'ensemble du territoire cette croissance qui reste terriblement cantonnée dans les villes côtières et l'intérieur du pays, de la peine à suivre. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est mise en place. Et puis peut-être pour terminer sur une boutade, je dirais que ce qui reste de communiste, enfin de l'utopie maoïste, c'est la peur du peuple, quoi. Et c'est vrai que, donc on pensait que le peuple pouvait tout faire. Maintenant on pense il faut surtout faire attention à ce que le peuple, par rapport à d'autres régimes, on a très peur de ça, et on met une énergie à contrôler l'émergence des mouvements sociaux, de mouvements de contestation, qui est assez incroyable, quoi. Mais bon, je conçois que ce ne soit pas le meilleur héritage possible. Alors, question. Oui. Ce sera notre dernière question. Après, on se préparera pour passer au repas. La question, c'est à toi. Oui, vous venez de citer une boutade, je vous en remercie. Je vous remercie aussi beaucoup de cet éclairage qui nous est pour la plupart inconnu sur les champs de tension aussi en Chine. Alors j'aimerais peut-être finir sur d'autres boutades. Vous parlez maintenant du rachat par les capitalistes chinois de l'horlogerie, de Volvo, l'appropriation par le capital des savoir-faire de haute technologie en Europe, en tout cas ce qui est en Est. Donc la question est toute simple, comment allons-nous devenir ou apprendre à devenir chinois dans les 10 ans qui viennent? Je sais pas la recette, mais comment dire, je pense que le processus il est lancé. Je pense que peut-être une chose qu'il faut voir, c'est que dans la plupart de ces rachats, il n'y a pas forcément. En tout cas, il faut essayer de parfois déconstruire ce qu'il y a derrière. Je trouve que dans la presse, de manière générale, on agrège souvent ces rachats et puis en essayant de construire une espèce de cohérence, quoi. Enfin, ils achètent l'aéroport de Toulouse, le port du Pirée, et puis tout ça, ça doit rentrer dans une espèce de cohérence de l'État chinois, qui a une espèce de plan global par rapport à l'Europe. Très souvent, ce n'est pas le cas. Avec lui, on avait fait un week-end avec l'EPFL dans un hôtel à Villars qui était racheté par les Chinois. Je ne crois pas que c'est le comité central qui a décidé ça, quoi. Je pense là, on est plutôt dans la fuite de capitaux, en l'occurrence dans le domaine des hôtels. Hein, en Suisse, ils ne peuvent pas acheter de maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas acheter de maison? On achète l'hôtel. Hein. Donc, c'est... évidemment, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, hein, c'est pas les capitaux. Enfin, mais donc il y a des logiques qui sont comme ça. Hein, quand on achète des châteaux à Bordeaux, c'est la fuite de capital, hein, c'est clair. C'est essayer de se garantir une retraite parce qu'on est dans un contexte politique douteux dans lequel on peut avoir des risques. Hein. Donc notre famille, même si nous on finit en prison, notre famille va pouvoir partir à Bordeaux et vivre tranquille dans son château, ou vendre son château et vivre tranquille ailleurs, quoi. Donc il y a cette logique-là. Hein. Et puis vous avez une multitude de petites entreprises qui peuvent réussir leur modernisation et leur survie qu'en rachetant des technologies. Donc
Une des objectifs, c'est racheter de la technologie. Les très gros groupes chinois, pour l'instant, ils sont en Chine. Parce qu'ils sont dans des situations de monopole, de quasi-monopole en Chine, et ils n'ont pas besoin de s'internationaliser. Donc c'est plutôt des petits groupes. Je suis d'accord qu'à la dimension chinoise, les petits groupes peuvent être assez gros, qui s'internationalisent. Est-ce que c'est mieux? C'est pas sûr, mais ça montre aussi l'épaisseur de l'économie chinoise. Bon, si vous regardez, je sais pas, prenez le secteur de la pharma, par exemple, vous avez une pléthore de petites entreprises qui font de la sous-traitance pour les grands de la pharma, actuellement. Qu'est-ce qu'ils veulent tous? Ben, c'est monter en gamme, c'est acheter un truc, acheter le sous-traitant de Novartis, mais celui qui est à Bâle, hein, pas celui qui est... pas être simplement celui qui fait des produits semi-finis, qui va envoyer au sous-traitant de Bâle, et puis après qui va l'envoyer à Novartis. Hein, ils veulent évidemment racheter le truc de Bâle, hein, la petite PME de chimie qui est située autour de Bâle, quoi. Et puis là, il y en a quoi? Il n'y en a pas 2 qui veulent racheter, quoi. Il y en a 100, 200, 300 qui ont à peu près le même niveau de technologie, qui tous font de la sous-traitance avec des grands groupes internationaux, et puis qui sont sur le marché pour racheter ce genre de choses dont pas grand monde veut en Europe, quoi, par exemple. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi se rendre compte, voilà, on a une multiplicité d'acteurs qui ont des stratégies qui sont parfois différentes, mais effectivement, on peut avoir une lecture vue d'ici qui est de tout agrégé. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas forcément tous les agréger. Ils ont des stratégies qui peuvent être différentes. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Merci beaucoup, Antoine.